Nous sommes les chats migrants. Pas besoin de papier. Nous ne connaissons pas les frontières. Nos moustaches nous guident en terre de sagesse. Nous n'avons que faire de ceux qui nous rejettent, ceux qui nous appellent impurs, ceux qui nous prennent pour des bêtes. Nos antennes cosmiques vous enseignent. Contre la guerre, le mélange. Le plein sur une terre franche. Vos limites humaines vous empêchent de voyager. Vous êtes tout au plus des exfiltrés inconscients. En cas de tempête, de guerre, vous êtes tout étonnés d'être jetés sur les routes. Des années après, vous êtes incapables de vous en souvenir. Nous avons fait le voyage. Nous savons. Nous sommes égaux face à la migration. Quand vous cherchez à nous diviser pour nous contingenter, nos larmes, lorsqu'elles coulent, vous collent à vos contradictions et nous purifient la vision. Nous sommes Matou à tout crin. Chaque recoin du monde est pour nous. Les frontières ne sont que des accidents naturels. Depuis la nuit des temps, cette nuit dans laquelle vous errez encore, dans vos clivages religieux, soumis à la pompe afrique, esclaves du pétrole lampant, énergie d'un autre temps, esclaves de préceptes torves, glaciaux et rampants, du trop d'argent. Vous êtes seuls ensemble. Nous sommes simplement solidaires et fondus dans l'univers. Qu'est-ce que la crise humanitaire et de réfugiés mondiale qui s'est produite au cours de l'été 2015 dans des proportions inégalables jusqu'à ce jour peut nous révéler par rapport au modèle de société que nous sommes en train de construire et que nous laisserons probablement aux générations futures? Comment sommes-nous arrivés au point où, à la frontière entre deux des plus grandes puissances économiques du monde, la France et le Royaume-Uni, des populations entières fragilisées et vulnérables se sont retrouvées abandonnées dans des conditions de vie où leurs droits les plus basiques sont totalement bafoués en permanence? Nous nous sommes rendus dans ce lieu, camp de réfugiés, bidonville communément appelé la jungle de Calais, pour essayer de comprendre cette situation et tenter d'apporter des réponses à nos questionnements. Pendant notre séjour dans ce camp, nous avons rencontré des personnes extraordinaires, bénévoles, réfugiés ou employés d'ONG, dont l'abnégation, le savoir-vivre et être ensemble nous ont inspirés et ont apporté quelques éléments de réponse à nos questionnements. Les rencontres les plus marquantes de notre séjour se sont produites autour de l'école laïque du Chemin des Dunes. La première école qui a été construite dans le camp, mais beaucoup plus encore, un véritable lieu de vie et d'humanité. Il a suffi d'une rencontre, il a suffi 2 rencontres, celle de Zimaco, l'architecte, le concepteur, le constructeur, celle de nombreux passionnés qui ont rejoint le projet, qui nous ont aidés à construire, à bâtir, à aménager, à organiser, à réunir, à accueillir. Une école laïque et ouverte à tous. Je pourrais vous raconter une histoire, l'histoire qui m'a amené à Calais. Mais je préfère vous raconter une histoire d'homme, une histoire d'humanité, une histoire de laïcité, une histoire de liberté. Celle de la rencontre que Virginie a évoquée, celle de tous mes amis réfugiés, celle des personnes qui m'ont aidé à mener bien ce projet, à offrir à mes frères d'infortune un espace d'accueil et de dignité. Un espace où l'on apprend, où l'on se réunit, où l'on rit, où l'on vit, où l'on croit, où l'on espère, où l'on trouve le réconfort et quelques soins. À cet effet, nous avons créé une infirmerie. Nous mettons également en place un espace où l'on pourra laisser une trace, un témoignage grâce à une équipe de bénévoles prête à accueillir les histoires et parcours de vie des réfugiés. Une bibliothèque vivante pour lutter
contre l'oubli et le déni d'humanité. Je voudrais remercier tous les gens qui sont ici présents et aussi qui nous ont aidés. Je lance un appel à l'unité, École of Unity, devise de notre école, devise de notre espace de vie, de notre lieu de rencontre, devise du Forum de Calais. Quelques jours avant l'inauguration de cette école, nous partagions déjà des moments forts, remplis de vie et d'humanité, avec Zimako et d'autres bénévoles qui gravitaient autour de ce lieu unique. I'll come back. Yeah. I'll come back. Je suis allé chercher à manger pour petit déjeuner pour les enfants à l'école. Donc il y a le restaurant anglais qui nous fournissent un peu de la nourriture, souvent les matins, s'il y a cours 11h au midi. Donc je suis allé chercher pour les enfants de pain et les œufs. On va essayer de les faire un truc à bouffer. Et ici c'est comme ça chaque fois. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fait. Donc on le fait pour tout juste parce qu'on a envie de faire. Parce qu'on a envie d'aider. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent, non. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Money. I'm coming, just for babies. Yeah, children. Yeah. Bonjour. L'école, j'ai eu l'idée de la construire. Il m'a fallu 3 mois pour faire la première école. Et bien avant la fin, j'ai vu Virginie qui passait et je l'ai chopée sur la route. Le jour-là, c'était comme ça, palette. Et elle a donné cours dedans avec 2 élèves. Et ça a commencé. Il donnait des cours comme ça, je bâchais. Et j'ai fini, on a fait l'inauguration le 11 juin. C'était à 14h, il y avait plus de 300, 400 personnes. Et du coup, ça a fait le tour du monde. C'était le 11 l'inauguration. Le premier cours est dispensé le 13 par une Cambodgienne, Annie, bénévole. Il y avait plus de 60 élèves. Donc on avait eu un don de cahiers, 200 cahiers le samedi. Et le lundi, il y avait à peu près 215 qui sont passés. Il y a 4 cours. Il y a eu 4 cours, il y a 215 qui sont passés. Du coup, la journée de lundi, mardi matin, il y avait plus de cahiers. Et moi, j'ai eu l'idée de refaire un truc ici. Mais ils m'ont dit un peu d'attendre. On a attendu un peu. Un jour, je me suis levé. Bon, il n'y a pas de temps. Je ne vais pas attendre les gens. Et je suis venu commencer ici. N'aime pas ça. C'est pas tous les jours, mais si on a la chance, on va aller récupérer. S'il y a assez d'enfants le matin, on le fait pour beaucoup d'enfants. C'est pas un truc qui se répète chaque jour. Non. Very careful. No. Yeah.
I need this like be 10. Alors pourquoi ça m'anime ici? Parce que c'est pas si loin de chez moi. J'habite à 3 heures en voiture, 2-3 heures. Donc j'ai fait des études littéraires, j'ai aussi une licence en histoire. J'ai été très scolaire jusqu'à présent. Et pouvoir ici enseigner le français, pour moi, la langue est un peu une arme. C'est-à-dire que quand on peut parler, communiquer dans la même langue que le pays qui vous reçoit, en l'occurrence c'est le français, des réfugiés sont plus susceptibles de défendre leur position, leur choix, de ce pourquoi ils sont ici. Et ils seront peut-être plus aptes à être compris d'égal à égal. Voilà, entendu d'égal à égal. Lunettes. Lunettes. Can you say lunettes? Lunettes. It's yours. It's yours. You have lunettes. Okay? You can wear it. Je me rends compte qu'en fait, chaque initiative individuelle compte énormément. Il n'y a personne qui chapeaute, il n'y a pas de grand chef. Il n'y a pas de décisionnaire ultime. Chacun aide comme il peut. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Et voilà, moi, c'était pas du tout organisé. J'arrive aujourd'hui. Zimako me dit, bon, bah, tu peux faire ce que tu veux. Et j'essaye, j'improvise. Et ça marche, en fait, parce que les enfants sont réceptifs et ils n'ont pas d'attente particulière. Donc, c'est de l'échange. C'est de l'échange plus que... Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre de ma part. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Donc moi, j'ai l'impression d'apprendre autant d'eux que eux de moi. C'est ça Vous savez compter? Bonjour. Ça va, Miss? Alors, tu sais compter? Tu sais compter maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, super. Il était là hier avec nous, à l'école. Tu veux construire? À Wimereux? T'es allé à Wimereux chez Vincent Il Delocaux? était là. T'es allé à Wimereux chez Vincent Oh, Delocaux? à l'école? À l'école. Ah, c'est pas Il vrai. était là. Il parlait pas, timide. Mais on avait dit, bon, on va faire une partie de foot. Et là, il est rentré dedans à fond. Il était à fond. Il ne voulait pas partir après. C'est génial. Si on trouve une voiture de 15 places, on pouvait ramener plein prochainement. Peut-être janvier ou février. De quoi? Plein de quoi? On va repartir là-bas, janvier ou février. Donc tu fais des voitures avec beaucoup de... On va essayer de trouver une voiture pour ramener au moins Un 15 minibus. enfants. Ouais. Faut louer sinon un minibus. On va trouver. Après, il faut voir peut-être quelqu'un qui nous en Ce fasse. serait quel jour? Tu veux On quel ne sait jour? pas, on va refaire. Il faut programmer encore. Ouais. Ok. Salut. Salut, bonne journée. Bonne journée. Alors. Mais oui, donc ils vont à l'école. Ils sont allés faire un échange carrément, c'est cool. Il était moins peuplé, déjà. Ouais. Et bon, bah là, ça se dégrade avec les conditions climatiques. Hein. On a heureusement des petits cailloux qui arrivent pour faire des chemins un peu moins boueux, mais c'est catastrophique. Après, les conditions n'ont pas beaucoup évolué. Au niveau des installations, des infrastructures pour eux, infrastructures hygiène, sanitaire, tout ça, ça reste encore... Proportionnellement à la quantité de personnes qui habitent maintenant ici, c'est désastreux. C'est désastreux. Et c'est vrai qu'à chaque fois moi, quand je viens, j'ai l'impression de rentrer dans un pays, dans un autre monde en fait. J'ai pas l'impression qu'en France on puisse accepter ça. Après, on sent quand même qu'il y a une énorme mobilisation de tout le monde. Bon, le gouvernement qui se bouge. Et puis énormément de personnes, aussi bien des Français, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'étrangers aussi qui viennent. Et ça fait chaud au cœur parce qu'on sent que le monde s'ouvre et regarde et puis vient nous aider. I was in a conference a few months ago, I think September, and I just had this calling to come.
which is strange because I don't normally do things like this. So I would normally donate some money or click a petition or something like that. But I had this very strong calling to come here. It's just being with that and all of this that's happening, and there's such a big, it's hard to describe, it's a big movement here, like there's a trauma here, there's a hope, there's no hope, and every moment you come is different. So, you know, one moment you come and you think, wow, there's so much joy here, wow, what a place. And the next moment you're here is like loneliness, no hope. So, and it's just a case of trying to be with all of that, and I think just to inspire people just to continue here, because, you know, you can get to a place where you think, wow, there's just nothing here for me. But there are certain people around who are just giving hope, and I just wanted to be one of those, I think. We have a professional kitchen, cooking lots of food, but we also have a supermarket where all the donated food comes to, and then we distribute the donated food to all the free kitchens for free, as well as to other smaller community groups so they can cook their own food. It's been an eye-opening experience and beautiful as well. There's a lot of work, there's a lot of food to produce for that many people. Vats of curries, dals, kilos, hundreds of kilos of rice every day. I mean, it's hard work and long days, but you know, it's very rewarding at the end of it. To get to meet people as well here, to see the joy in people's faces of eating hot food every day. Yeah, you can see such sadness, you know, when you make eye contact with people. You know, there's gratitude, but there's a huge amount of sadness there, and that was something that really struck me last night when we were serving out food. You know, you see this gratitude but immense sadness, and that's something that I would bring back with me, you know, and I won't forget that look for a long time. And it wasn't just one person, it was many that had that look in their eyes, you know. I was here 5 years ago. When I came there, I saw that most of the people wanted to go to England. There was not a lot of volunteers working over there, so I decided that I would like to be a teacher. So we started to teach in a park. And from 1 hour a day, at the end we were the whole day learning English, because everybody wanted to learn English in order to go to England and get to speak well. So after that, I was away for a few years, and then when I came back to Spain this summer, all I could hear in the news was Calais, Calais, and as I already had a connection to this place and to the people who have been living here and now they crossed to England, I decided to come back. And so I came back and I'm still here. I've been teaching principally every day. And then I do also kind of distributions, and I work with different projects that are going on in the camp, but principally is clothes and food distributions and a bit about that kind of logistics here in the camp. It is important for me because I feel that I cannot live in my home country calmly if I see that other people are suffering, and more is so close by. And when I see even the migrants that come in my country and sometimes they don't speak the language, or they don't get integrated, or it's hard for them, they abandon their families, they come from places of war, I feel that I have to give a certain support. And you can do it at home, but I feel my hands are more useful here right now. I have to say that living here in the camp has taught me a lot, not only of how long a day can be and and what we're capable of doing, because this is a place where everybody is able to do whatever they really want to bring forward projects, but it's also a place where we interconnect in a human level, we interconnect very well in a human level, and we learn a lot about values, brotherhood, simplicity, and going through hardship together. I feel that we are so well settled down with our lives and with all what we have built and what we think is ours, but what would happen if we all lose it at one time? What is our identity once we lose it? And here you see people who have lost everything, who have lost familiar, who have seen atrocities, and they still can have a certain calmness in their eyes, and
in their being, and they still receive it with a smile, and they're still grateful and strong, and they still fight, and that is amazing. That is amazing. Mais ouais, en fait, il a vu que c'était tous des petits ronds dans mon sac et du coup il me dit ouais, des bougies, des bougies. Allez. Et du coup les plannings, ouais, ils sont toujours restés comme ça. Tout à l'heure j'ai changé la date. Mais je sais pas qui vient vraiment. Oh, il est temps qu'on déménage. Au départ, on avait des gens qui apprenaient le français mais qui parlaient bien anglais aussi, donc on pouvait facilement échanger. Maintenant, on a des personnes qui ne parlent ni anglais ni aucune autre langue que la leur. Donc on a beaucoup de dictionnaires sur lesquels on peut s'appuyer, mais on utilise aussi beaucoup d'images ou de supports visuels. Et donc il y a plusieurs niveaux de cours, c'est-à-dire que certaines personnes arrivent à bien lire aussi le français, à parler, donc ils essayent de parfaire leur langage pour avoir le C3, si je ne me trompe, au niveau pour avoir la qualification et pour avoir le statut de réfugié. Et on a pas mal de personnes qui justement affinent leurs connaissances avec comment est-ce qu'on accorde un participe passé, pourquoi est-ce qu'il y a différents accents sur le « et », des choses qui sont les différents sens d'un mot et qui sont surprenantes. Ouais. Hein. Ouais. On a eu des demandes vraiment pointues. Parfois, Voilà. des choses peut-être que des enfants français qui sont à l'école ne se posent pas. Et là, on est venu avec des questions, c'est quoi le gérondif, c'est quoi ça, et en fait, on se rend compte, donc il y en a certains vraiment qui sont déjà à un niveau assez avancé de la langue parlée, et ils veulent vraiment affiner les choses. Et à l'inverse, par contre, on a d'autres étudiants qui sont pas, en fait, on sent même limite qu'il n'y a pas eu d'école avant pour eux, et donc c'est tout nouveau et ils savent pas forcément comment s'y prendre pour l'apprentissage en fait. Donc c'est vrai qu'on est confronté vraiment à tous les niveaux. Tous les niveaux, la culture personnelle qui joue là, parce que les gens qui ont fait des études vont apprendre facilement et d'autres ça va être beaucoup plus difficile. En fait, ils sont quand même, on peut travailler facilement, quand ils sont là, on peut travailler facilement 1 heure, 2 heures. Ils sont très demandeurs, très demandeurs. On vient, on se pose normalement, enfin en général on prend un créneau d'1 heure et s'il n'y a personne à la suite, on peut enfiler 2 heures, voire 3 heures, tout dépend. Et c'est vrai que en plus comme ils voient que la porte est ouverte, on a des arrivées tardives parfois et donc on enchaîne comme ça et quand ils en ont marre, ils s'en vont. On a eu de très beaux moments aussi où il y a eu des entraides. Ou des différentes ethnies qui ne se supportent pas sur leur territoire. Mais ici, c'est un lieu neutre, c'est pour ça que c'est école laïque, voilà. Et ils s'entraident. Ça, c'est magique. Ouais. Ça ne soit pas forcément côte à côte. Ils sont, si les Soudanais sont là, ils vont être plus séparés au niveau de la table, mais ils vont s'entraider. Voilà, ou si quelqu'un a un téléphone portable et qu'il arrive à avoir la traduction, il va montrer l'image ou il va faire écouter la traduction. Et voilà. Puis il y a des rires aussi. Ils sont, voilà. Ça se passe dans la bonne humeur. Et parfois, heureusement qu'il y a ça, parce que quand il y a un élève qui ne parle pas du tout anglais et qu'on est complètement dépassé pour réussir à lui faire comprendre, en fait, eux dialoguent entre eux, en fait. Donc là, ça nous aide bien aussi, quoi, parce que sinon... C'est vrai que parfois c'est difficile, alors on fait du mime, on fait des dessins, mais voilà, tout n'est pas... C'est le contact humain aussi qui est important, parce que ici c'est vrai qu'ils se sentent isolés, et puis sur le plan humain, le fait d'avoir ces échanges, le fait qu'on vienne, ils existent quoi, ils existent, et on est sur... parce que eux nous apprennent aussi des mots, ils nous apprennent, voilà, et donc on apprend, et c'est un échange. Ça, c'est riche et c'est agréable et voilà. Je suis déjà rentrée tard pour ma part, c'est-à-dire tard, 10h30, 11h, parce qu'on a passé des soirées avec des Soudanais qu'on a rencontrés dans l'école, qui aujourd'hui sont partis dans des camps, donc voilà, et avec lesquels on s'était liés d'amitié.
Donc ce qu'ils ont, on était systématiquement invités pour le thé, pour le café soudanais, c'est délicieux. Et ce qu'ils ont, ils partagent le repas. Donc tout est partage. Et pour éviter, parce qu'il fait noir, et puis bon, il y a du bruit, et voilà, ils nous raccompagnaient jusqu'à la voiture. Franchement, c'est que du bonheur, c'est de la joie de vivre, je sais pas d'autre mot, c'est de la joie de vivre en fait, c'est du bonheur. Moi j'ai envie de dire oui qu'ici, je me dis qu'il y a encore des valeurs qui existent, alors qu'en ville, j'ai l'impression parfois qu'elles sont totalement perdues, effectivement. Ici, on va rencontrer des gens de tous horizons, de différents pays, de différentes régions de France, des professions totalement différentes. Et le point commun, c'est l'entraide. On est tous c'est l'entraide. C'est l'entraide et on est sur, c'est bête à dire, mais c'est les valeurs de base. À la jungle, aussi moche soit ce nom, mais il y a des êtres humains et des êtres humains fragiles et qui pourraient apprendre beaucoup finalement à d'autres qui sont peut-être aussi fragiles ou moins fragiles et que il faut ouvrir son cœur et venir les rencontrer pour se rendre compte vraiment de cette situation et leur apporter du bonheur comme on peut en apporter à nos amis ou à notre famille à la maison. On est tous pareils, on est tous égaux devant des situations difficiles qui nous dépassent, indépendants de notre volonté. On est tous pareils et il n'y a que l'entraide qui peut être ouvrir son cœur, s'entraider les uns les autres. Voilà. Et on a tous le droit d'être différents dans nos cultures, dans nos aspects extérieurs. Par contre, les valeurs sont là et on les ressent très fort ici. S'il vous plaît, voilà, vous prenez juste vos effets, au sort. Il ne va rien se passer sur la caravane. Le 22 février 2016, le gouvernement français, par le biais de la préfecture du Nord-Pas-de-Calais, a pris la décision d'entamer le démantèlement d'une partie de ce camp de réfugiés de Calais. Nous y étions aussi et avons pu recueillir les premières réactions sur le terrain. Vous êtes ici dans les locaux de l'Auberge des Migrants, où vous avez pu voir, c'est une vraie fourmilière, il y a à peu près entre 60 et 100 personnes et jusqu'à 200 personnes qui travaillent tous les jours. Nous avons enregistré plus de 6000 personnes qui sont venues travailler avec nous depuis le mois de juillet pour des durées allant de une journée à quelquefois 6 mois et plus, parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis plus de 6 mois. Je voudrais, avant d'aborder les faits, vous dire un petit peu les 3 principes qui nous rassemblent aujourd'hui dans l'information que nous voulons donner aux médias. Premier principe, nous ne sommes pas pour le maintien du bidonville sur le moyen ou sur le long terme. C'est clair, les conditions de vie des gens dans ce bidonville ont été améliorées grâce au travail des associations et grâce en partie à ce qu'a mis en place l'État, mais aujourd'hui elles ne sont pas bonnes et ce bidonville n'est pas une solution et Yann peut en témoigner, en particulier il a travaillé avec les associations de commerçants. Si tu veux dire un petit mot là-dessus, rapidement. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le bidonville ne doit pas résister ici. Tout le monde est pour des solutions. Tout le monde cherche des solutions pérennes. Tout le monde veut que les solutions soient proposées et que ce bidonville disparaisse. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que si jamais il n'y a pas de solution pérenne, que le travail des milliers de citoyens européens qui se sont levés pour améliorer l'accueil des réfugiés, on ne veut pas que ce bidonville disparaisse si l'État ne propose pas des solutions pérennes pour tout le monde. Il ne s'agit vraiment pas pour nous de défendre un bidonville. On souhaite qu'il disparaisse, mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir une décision de l'État de surseoir à l'évacuation immédiate, d'être mis autour de la table pour dialoguer avec lui sur de réelles solutions. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de revenir sur les remarques qui avaient été apportées par le défenseur des droits lors du recours qui avait été fait au tribunal administratif
de revenir sur le projet de l'accueil de maisons des migrants, de recenser sur le territoire les lieux d'accueil qui peuvent permettre de créer de véritables lieux de vie à taille humaine à Calais et ailleurs. Alors, je voudrais aborder un dernier point avant éventuellement des questions, c'est les conséquences probables d'une dispersion, d'une expulsion telle que l'a programmé le gouvernement à travers l'arrêté d'expulsion qui a été affiché. Nous, on a l'expérience associative des dispersions qui ont déjà été faites ces dernières années. Les expulsions. On peut prendre par exemple l'expulsion de la Grande Jungle qui a été faite du temps de Besson. Qu'est-ce qui s'est passé? Les migrants, les réfugiés ne sont pas partis, ils se sont dispersés, d'accord? Ils se sont dispersés dans la nature, ce qui veut dire qu'il y a des risques sur Calais, il y a des risques qu'il y ait des groupes qui se planquent plus ou moins dans les dunes et donc avec des conditions de vie qui seront encore plus défavorables que celles qui sont là aujourd'hui. Il faut vous souvenir qu'avant que le gouvernement demande aux réfugiés de se mettre sur ce terrain, on était en mars dernier, il y avait 8 ou 9 emplacements différents sur lesquels les réfugiés s'étaient posés. Des emplacements en ville, des emplacements dans les bois autour, des emplacements un petit peu partout autour de Calais. C'est très probablement ce qui va se passer. Une autre conséquence, et je pense qu'il y a aussi ici des gens qui viennent d'associations qui aident d'autres camps, ça va être le déplacement des gens vers d'autres camps. C'est-à-dire que de fait, la solution, l'expulsion de Calais va amener de fait à déplacer simplement les problèmes au lieu de les résoudre. Voilà pour les points essentiels qu'on voulait développer avec vous. Et maintenant, si vous voulez... oui, c'est vraiment important d'inciter sur le fait que ce qu'on demande aux autorités aujourd'hui, c'est de surseoir à la décision, de travailler réellement en association et en concertation avec les associations pour qu'on puisse ensemble mettre en œuvre des solutions pérennes, durables, qui permettent un vrai accompagnement de qualité, la prise en compte des projets de chacun et la mise en place de véritables lieux de vie qui ne soient pas uniquement des lieux de mise à l'abri. Voilà, donc on n'est pas dans une opposition stérile et idéologique au démantèlement du bidonville, on est dans une volonté constructive de trouver des solutions dignes pour les exilés, pour les Calaisiens, pour les commerçants et pour le port. Pour cela, il faut du temps et du dialogue. Why are you pointing your gun? I'm pregnant woman! Are you mad? This is false! Oh! Oh! She's pregnant! Malgré la fervente opposition des acteurs du monde associatif sur le terrain et d'un bon nombre de réfugiés, la préfecture du Nord-Pas-de-Calais a tout de même procédé au démantèlement de cette zone du camp. Our story starting this morning. The police come with some bodies. I think they have a mission to destroy our houses. And as I know, they should destroy the houses that without people. Okay, they come, they find us when we was sleeping at that time. They waking us up, and after that, they told us to not to be on our houses. And I said to them, I sleep here and I live here. How can I leave this place? They said to me, no, this is rules, and you have to get out from here. And some of them, they're pushing me, to be out. And after that, they destroyed our houses. I don't have anything to do it. Yeah. Maybe I'm gonna be under the tree or something like this. Yeah. There's no anyone just came here to tell the refugees here about this is the legal destroyed or not or illegal destroyed. It's not talk about that. All these police and prefecture authority is came here and says everyone's going outside when we don't know where we go. Until now, the containers, when they tell the people going to containers, the containers now is full. There is no any place. There is no any things to when we're going there to do inside the containers. And when we ask him, the containers is full.
he says there's another tent near the containers. But when we ask about that tent, we feel that tent is false. Yeah, this happens today. And yesterday, maybe the authority says everyone is stayed inside the house, and when he not going to outside the house, the prefecture or the destroy is not happen for his house. But that is not happen. The fact is happen inside the jungle. Yesterday, there's a woman and his children inside the tent in that area when they destroyed yesterday. Is destroyed, and police catch him and arrest him and beat him by his foot. I see that, and many people saw that. That happened yesterday. Au moment où nous quittions ce lieu communément appelé la jungle de Calais, seule une petite minorité de réfugiés avait accepté les solutions préconisées par la préfecture. La plus grande majorité ayant déménagé dans l'autre partie de ce camp. Il est fort possible que l'autre partie du camp soit démantelée et complètement détruite par l'État français à un moment ou un autre dans un futur proche. Nous n'en savons absolument rien. Par contre, nous sommes partis de Calais avec le sentiment d'avoir découvert un lieu unique qui ne semblait laisser personne indifférent. When I was first called here, I was called here by a voice. And the voice said, the people who are coming here are the best of the best. And that was the voice that called me here. Whether that's true or not, I don't know, but that's what I heard. And there's so much talent here, so much, everyone has got a skill. Everyone's got something to offer. And they don't have to go to another country to offer it. They can offer it right here, and some people are doing that. They're opening little shops, little restaurants. They're just serving this place. It's like it's a community, building almost like a community here. With an art dome going on, and so many people striving just to build a house for somebody. It's amazing what people are doing here. I just, just have a lot of empathy and respect for the people who are here and are trying to make a life for themselves. Yeah, that would be my message. But I also have a message for the people here as well, which is to value this place where you're in right now. You can always look further away and say, well, there's my future, but the future could be right here, right now as well. So it's like a message for the people here too. From my personal point of view, I try not to involve politics, so I don't have a political message for these people. For me, it's a humanitarian thing. These are human beings that are in a bad situation and they need help, and so we're here to help them. The politics of it can go anywhere. I mean, politics is so personal. I could tell you my politics, but I'm not here for that. I'm here just to help people stay healthy, stay warm with good food every day, something to give them, something to keep their spirits up. These people are not animals. They're not, they come from home. They had homes where they lived. They had jobs. They had careers. They're deserving of a hot meal. They're deserving of a shelter. So to all those people who say, oh, look, they're living a good life in the jungle. They have warm places to live. They have people cooking them nice food. I'm like, to me, that's a standard that every human being should have in this world, regardless of whether you're a refugee or whether you're a rich person living in a nice house. We all deserve that standard. That's my personal message. Yeah, I mean, there has been a lot of negative press out there and things people say in the media, and I guess they don't. It's quite a small-minded mentality, I feel. Once you get here and see people, you get to see what, as he said, the people had dreams and aspirations. They didn't want to be here. It's not out of choice that they came, it's out of necessity, I guess. Yeah. I think, the one thing that's occurred to me is that, we like to think that we're a very civilized society, but we're being very uncivilized by letting people live right next to us in conditions like this, That's lack of civilization. So we are the ones who are savages, basically. Ce qui se passe pour moi, là, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment en situation d'urgence et que chacun d'entre nous, qu'on soit réfugié, qu'on soit citoyen, on doit s'interroger sur ce qu'on veut vraiment pour notre planète, pour notre société. Et je dirais que la question, elle se pose autant pour les personnes qui sont en détresse, comme les réfugiés, ces réfugiés qui sont ici dans le camp, que pour les volontaires.
qui se posent aussi ces questions un peu existentielles de qu'est-ce qu'on veut, quel projet on veut défendre. I would say to the fascists or even to our grandmothers who are at home and who see a black person and they see them praying as they are praying and they get scared and eating with their hands and say, oh my God, what is this? It's just about come here, sit with us 5 minutes and you'll see that our communication will go and our hearts will talk and that barrier will be broken. Don't judge if you don't know. Like take a time and discover by yourself what you really feel and think. And it's not by having a fixed thought that you're going to find yourself in a certain security and so the world is changing and people are migrating, cultures are interlapsing themselves, and I think that we have to look to the reality of trying to go beyond our perspective that we go to the world and try to deepen up our connection with the people. And I would tell the people, so maybe don't come here if you don't want to come, but near your house I'm sure you have an Indian restaurant or an Afghani shop, and just talk to them, listen about their life and try to find the common points among us, you know. And I think it's now what we really need. It's not, I know this camp needs food, needs shelter, needs wood, we need blankets, we need shoes, but we also need a change of consciousness outside this place. Because this place is here because there are bombs falling somewhere else. And why are bombs falling somewhere else? Because we have interests in their countries, because we are having political interests in those countries, and that's what's making the people migrate. People actually, sometimes they want to stay in their place, they want to stay among their family, they want to stay in their land. Ourselves here in Europe, we really need to change our mind and ask not the governments to close the borders, you know, the governments to stop bombing and stop extracting oil from places where those political leaders are genociding their communities. Yeah. Je garde en mémoire cette phrase, c'était qui ouvre son cœur est heureux. Parce que finalement, moi ici, j'ai retrouvé un bonheur peut-être que j'avais oublié, des choses très simples, mais finalement qui permettent vraiment de mieux vivre. Moi, j'ai emmené ma fille, ma dernière, qui est en terminale, et elle m'a dit un jour, mais maman, elle dit je relativise tout. Elle dit, en fait, ici, c'est l'essentiel, c'est la vie, tous nos petits problèmes d'ado, nos petits problèmes existentiels, ça n'a rien. Ici, c'est vraiment, on est dans l'humain à fond. Et voilà, et elle continue de temps en temps à venir, comme elle peut, voilà, mais elle continue à participer. Et ça lui a ouvert l'esprit et le cœur. Ça l'a fait grandir, surtout, mûrir. Que du bénéfice. Ouais. Finalement, cette expérience à Calais nous a apporté quelques éléments de réponse au questionnement de l'introduction de ce film. Notamment ce qui concerne les révélations que cette crise humanitaire sans précédent peut apporter sur le choix du type de société que nous souhaitons construire et laisser aux futures générations. Maintenant, à mon humble avis, la question que chacun devrait se poser est la suivante. Quel choix ferons-nous ? Ferons-nous le choix de vivre dans des sociétés qui tournent le dos aux populations les plus vulnérables ? Ou prendrons-nous le pari de poursuivre cet élan de solidarité et d'humanité, initié par toutes ces belles âmes que nous avons croisées dans la dite jungle de Calais, et dans le même temps imaginer, penser et rêver d'un autre modèle de société pour nous et pour les futures générations ? Il revient à chacun de faire son choix. La France appartient aux Français de la France française. Par le français du français, français le Molière, français de la France française. Où est cette France? Qui est cette France? Où sont-ils ces Français? Qui sont-ils ces Français? Salut la famille. Un Wakilaski venu d'une terre froide et un Soni venu d'une terre gelée. Un Wadoud venu d'une terre de pétrole et un Kong venu d'une terre d'armation. Un Alaska venu d'une terre des mines et un Cherokee venu d'une terre d'idées. Un Bézina venu du désert et un Black venu du continent noir. Et un chien venu de nulle part. Cette famille qui s'accroît, donnant naissance à une grande famille à la France, du nord français, noir, blanc, mulâtre, dit tous français.
unis et réunis sous WBR, bleu, blanc, rouge, les 3 couleurs du drapeau français. Salut la grande famille, nous sommes tous français. Everybody put your hands up, peace and love, and we will change the world. Everybody put your hands up, peace and love, and we will change the world. Peace, love, and harmony. Change